La menace d'ordre politique est incommensurable avec la menace d'ordre commercial. Bonjour à tous, nouveaux auditeurs, fidèles auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Jean-Pierre Chamou, professeur émérite de l'université Paris 5 Descartes. Un invité au parcours riche et varié puisqu'il a travaillé et vécu aux quatre coins du monde lors d'une carrière qui l'a mené successivement de la profession d'ingénieur à celle d'entrepreneur, puis la profession d'universitaire. Le professeur Chamou étant extrêmement prolixe, mais dans le bon sens du terme, j'ai décidé de couper cet entretien en deux parties. Dans la première partie, nous parlerons essentiellement de l'évolution des technologies de télécommunication et de ses enjeux politiques et juridiques, et plus spécifiquement de l'enjeu des données personnelles et de tout ce que ça peut entraîner en termes de surveillance, voire de propriété des données. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve juste après l'épisode. Jean-Pierre Chamou, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. Ça fait quelques années que nous nous connaissons, et notamment parce que nous partageons un intérêt pour l'économie numérique. D'abord, je vais vous demander de vous présenter brièvement pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Eh bien, je suis professeur émérite à l'université Paris Descartes, où j'ai exercé mes talents si on peut dire, pendant une vingtaine d'années. Avant d'être professeur d'une université, j'ai eu une carrière assez atypique, puisque d'abord je suis un ancien ingénieur. J'ai fait mes études à l'école centrale de Paris au début des années 60, et ensuite je suis parti avec une bourse Fulbright aux États-Unis, où j'ai fait les premières étapes de ma thèse. J'ai ensuite soutenu une thèse de doctorat en sciences à Paris, à la faculté des sciences de Paris, avant l'éclatement des universités en 1968. Et ensuite, j'ai fait, si on peut dire, un peu d'industrie et surtout beaucoup de conseils pendant près de 30 ans. Et j'ai mené ces conseils tout en ayant, comme vous, Pierre, des occasions multiples de faire des enseignements en vacation auprès de différents établissements universitaires, principalement en région parisienne. Donc j'ai gardé le contact avec l'université entre le moment où j'étais assistant à la faculté des sciences de Paris, que je n'ai pas prolongé après 1967, et le moment où je suis devenu professeur d'université à temps plein à la fin des années 90. Pendant toute cette période intermédiaire, j'ai exercé un métier industriel et de service, d'abord comme consultant, très largement sur la base internationale, et toujours penché soit sur des problèmes de développement, soit surtout sur l'exploitation et la transformation des industries de l'information, donc l'informatique, puis en France, l'apparition de l'Internet, et avant de la télématique à la française, c'est-à-dire de notre fameux Minitel. Ouais. Voilà. Je me suis beaucoup bretté avec l'administration pour libéraliser ce dispositif. Et puis les circonstances de la vie ont fait que, comme je m'étais pas mal impliqué dans la fin des années 80 pour essayer de libéraliser tout ce domaine des industries de l'information le mieux que l'on pouvait, lorsque le gouvernement Chirac a accepté enfin l'hypothèse de libéraliser les télécommunications en France, je suis allé au Baroud dans l'équipe d'Alain Madelin, puis de Gérard Longuet, et donc nous avons commencé en 1986. Moi j'étais à l'époque, si on peut dire, le premier régulateur des télécommunications en France, avant même que France Télécom ne soit transformée en une société anonyme et ne devienne une société presque de droit commun, pas tout à fait mais presque. J'étais engagé dans la transformation de ce secteur, et c'est mon équipe qui a rédigé la première concession de service public d'un radiotéléphone en France, qui a été donnée à une société qui existe toujours, qui s'appelle la Société Française de Radiotéléphone, en abrégé SFR. Donc en 1987, SFR a commencé d'émettre. Puis les vicissitudes de la vie ont fait que je suis resté dans ces fonctions jusqu'en 90, et qu'ensuite j'ai demandé un poste universitaire, parce que je pouvais y prétendre, et que j'ai enfin été nommé professeur
professeur à temps plein des universités, d'abord à Marne-la-Vallée, puis dans une petite université du Havre, puis à l'université où je suis aujourd'hui professeur émérite, qui s'appelle Paris Descartes, anciennement Paris 5. Donc voilà mon histoire en résumé, et j'ai regardé les industries de l'information et leurs usages sous 3 angles principaux. Évidemment celui de l'économie de l'information, qui est quand même un peu la ligne centrale de mon engagement et de mes recherches personnelles. Puis ensuite les usages, et en particulier la sociologie des usages, donc la manière dont les sociétés s'adaptent à ces nouvelles technologies. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et enfin, dans une toute autre dimension, mais qui est quand même nécessaire pour l'ingénieur que je suis, de suivre l'évolution des techniques, l'évolution des produits et l'évolution du potentiel de ces produits, du potentiel à brève échéance et du potentiel à plus long terme, c'est-à-dire en fait la grande industrie électronique qui est un des éléments de mutation de la société internationale à l'initiative des États-Unis depuis le milieu des années 60, les premiers grands ordinateurs d'IBM pour la gestion et de Cray ou d'Univac pour le calcul scientifique. Et moi-même, j'avais pendant une période de mon cursus scientifique, j'avais travaillé sur de très gros ordinateurs pour faire des simulations de chimie industrielle. Voilà, donc l'histoire, je boucle la boucle parce que j'ai commencé à faire du calcul vraiment mathématique et de simulation industrielle sur des gros ordinateurs, et maintenant je retrouve d'énormes fermes à ordinateurs dans les mémoires et les commutateurs de Google ou d'Amazon. Ce sont plus les mêmes ordinateurs, mais c'est quand même la même technologie qui a évolué et que je n'ai jamais vraiment oublié de regarder attentivement sur le plan technique comme sur le plan des usages et celui de l'économie. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, de la génération dont vous venez, vous avez connu les débuts du développement du numérique, puis Internet, et puis, voilà, vous êtes toujours sur le pont actuellement pour voir les derniers développements. Déjà, à propos d'Internet, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus frappé dans l'évolution d'Internet, surtout depuis son ouverture commerciale au grand public ? Dans les années 1990, est-ce que les choses ont tourné comme vous l'attendiez ? Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez prédites et qui ne sont pas arrivées ? Quels sont vos souvenirs ? Non, mon souvenir principal, l'axe principal de réflexion et de constat qui me marque ma mémoire, c'est que toutes les applications de ces industries de l'information ont commencé dans un domaine scientifique et technique. Par exemple, pour calculer le trajet des particules sur un accélérateur de particules à Genève ou à Saclay. Donc là, on est véritablement dans de la science quasiment pure, de la science physique pure, dans la radioastronomie pour repérer des amas d'étoiles ou des nébuleuses qu'on ne voit pas à l'œil nu et qu'on ne voyait même pas d'ailleurs sur les télescopes les plus puissants dans les bandes optiques, mais qu'on découvre dans des bandes infrarouges, dans des bandes ultraviolettes. Donc, on est parti d'applications scientifiques pour les ordinateurs ont trouvé leurs premières applications en dehors du militaire, dont je n'ai pas à parler ici, je pense, mais les vraies applications étaient les applications scientifiques au départ. Et c'est là que les investissements ont été les plus lourds et les plus proches de la recherche fondamentale. Et puis progressivement, les ordinateurs ont viré vers des applications de gestion dans les années 60, à partir de 1963-65, donc dans la période où moi-même je faisais beaucoup de calculs scientifiques, c'était déjà la gestion qui menait l'informatique, et c'était dans la gestion que se trouvaient les ressources industrielles suffisantes pour avoir des effets d'échelle sur ces productions et sur les logiciels qui les accompagnent. Et puis ensuite, au-delà de la gestion, on est passé un peu au grand public avec l'interconnexion entre des ordinateurs et les réseaux, et ça, la première application pour nous Français a été évidemment la télématique de l'époque, en gros, des années 75 à 1980, et ceci était un peu une préfiguration de ce qu'a été l'Internet, mais à l'intérieur d'un système qui n'était pas ouvert et qui n'était en particulier pas international, donc qui était bloqué à la France et enfermé dans une politique industrielle française. Et ensuite, Internet est arrivé vraiment
par l'intermédiaire de l'interconnexion qu'a financée l'armée américaine entre des grands laboratoires scientifiques qui travaillaient sous contrat pour tel ou tel département du Pentagone ou de l'armée de l'air ou de la marine américaine. Et après avoir fait ses premières classes et découvert finalement le potentiel de l'interconnexion des gens à distance, soit pour échanger leurs pensées, soit pour échanger leurs calculs, soit pour échanger tout simplement leurs sentiments ou des lettres d'amour, petit à petit, une fois que ces techniques ont été apprivoisées et maîtrisées, elles ont progressivement donné lieu à l'imagination d'entrepreneurs qui ont cherché des marchés. Et les marchés, c'est évidemment le commerce électronique et la communication interpersonnelle par des moyens machinaux. Et justement, on retrouve quand même souvent ce schéma d'une innovation qui est financée au tout départ par des structures publiques et qui ensuite est relayée par le privé. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu en être autrement, ou au contraire, est-ce qu'on a simplement une vue biaisée du fait que l'État monopolise les budgets, c'est lui qui a les plus gros budgets à dépenser sur les applications qui peuvent justifier d'y mettre le plus d'argent, comme la défense nationale, et donc est-ce que c'est pour ça qu'on se retrouve avec d'abord le public, puis ensuite le privé? Parce que je veux dire, c'est un petit peu embêtant du point de vue libéral quand même. Non, le développement de l'informatique est une conséquence, enfin du moins il a été accéléré par les efforts de défense dans le cadre d'abord de la fin du grand conflit mondial des années 39 à 45, donc la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite par cette accélération technique, cette accélération de la demande de moyens de communication et de stockage d'informations et de calculs scientifiques a été également développée pour les besoins de la défense stratégique des États-Unis. Donc toute la stratégie des missiles antimissiles, de la dissuasion nucléaire est fondée sur d'énormes calculs et d'énormes stimulations. Et ces simulations ont préfinancé en quelque sorte des calculateurs très puissants. Et ensuite, ces calculateurs puissants ont été adaptés aux besoins de l'industrie parce que c'est là que se trouvent les vrais marchés. Et une compagnie comme IBM, par exemple, dans les années 60, puis jusqu'aux années 80, a été le fer de lance de la transformation de l'informatique qui a progressivement quitté le domaine des marchés publics et de la commande publique pour devenir une très grande industrie internationale, dont IBM, mais aussi Univac et quelques autres compagnies de contrôle data, compagnies américaines, ont été les fers de lance. Et les gros ordinateurs et les ordinateurs de gestion étaient des ordinateurs qui étaient essentiellement destinés à traiter de l'information de gestion, c'est-à-dire à suivre la paye et à organiser la paye d'un personnel, à suivre les mouvements des monnaies dans les bourses et l'évolution des bourses, à suivre les échanges du commerce international, à coordonner la production d'ensemble d'usines dans une multinationale comme le sont aujourd'hui les compagnies de production aéronautique et spatiale ou les compagnies du domaine de l'automobile. Donc tout ça, ce sont des industries qui se sont très rapidement internationalisées à partir de 1958, 60 et des années 60. Et dans leur industrialisation, la complexité de leur gestion est devenue considérable. Par exemple, pour gérer les monnaies, pour gérer les dettes, pour gérer les approvisionnements, pour gérer les transports. Et les transports aériens, par exemple, est géré essentiellement par des ordinateurs depuis les années 60. Le contrôle aérien est géré par des ordinateurs. Tout ça, ce sont des applications de gestion. Et en fait, on a même du mal à imaginer comment ça a pu fonctionner avant de disposer d'ordinateurs pour gérer tout ça. Il y avait beaucoup moins de trafic. En réalité, la multiplication de la demande de coordination de l'action humaine et avec des moyens techniques, elle a considérablement augmenté avec la croissance de l'électronique, la croissance des transports, la croissance et la libéralisation du commerce international et de la production industrielle qui est
était déjà dans les années 60, au milieu des années 60, très internationalisé. Des compagnies comme Union Carbide aux États-Unis, comme Rhône-Poulenc en France, comme Bayer en Allemagne, comme Marconi, production d'électronique en Italie et en Angleterre, étaient des compagnies déjà General Electric, très internationalisées, puis ensuite Alstom et beaucoup d'autres. Donc on a bien une demande internationale de coordination et de gestion dans toutes les dimensions du management, qui a besoin de gérer des chiffres, de gérer des stocks, de gérer des informations, de gérer des renseignements. Et donc tout ça, ça se fait sur des ordinateurs avec un développement de logiciels qui a été au moins aussi important pour pouvoir maîtriser ces savoir-faire que le développement des matériels. Alors, pour parler un peu des défis qui attendent les libéraux en relation avec ces technologies informatiques, à votre avis, est-ce que ça aura plus bénéficié à l'émancipation des individus ou au contraire plus bénéficié, je parle du développement des technologies informatiques, plus bénéficié aux capacités de contrôle de l'État? Finalement, qui gagne le plus dans l'histoire? Est-ce qu'on est dans une société qui vous semble plus libérale qu'avant? Et si c'est le cas, est-ce que c'est en grande partie grâce aux technologies de l'informatique? Je n'ai jamais eu un présupposé dogmatique dans mon examen des industries de l'information. Donc je ne plonge pas dans un sujet de recherche comme celui que nous allons peut-être aborder dans quelques minutes, celui des nouvelles formes, des nouveaux signes monétaires qui peuvent se promener sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de l'Internet d'une façon générale. Donc je ne pars jamais d'un préjugé dogmatique, parce que partir d'un préjugé dogmatique, c'est se donner des œillères. Et moi, j'aime pas avoir des œillères. Donc je pars d'une observation du monde. Alors, l'observation du monde, c'est que, en général, dans les domaines dont nous parlons, c'est-à-dire dans le domaine de la gestion, de l'organisation des affaires humaines, les besoins s'expriment au fil du temps, au fil de l'eau. La coordination des stocks, par exemple, des pièces détachées d'une flotte d'avions nécessaires pour faire la maintenance préventive et la maintenance réparatrice d'un avion, il y a quelques centaines peut-être 200 000 ou 300 000 pièces qui sont stockées par les exploitants des réseaux aériens, par exemple la compagnie Air France ou la compagnie Lufthansa en Allemagne. Pour gérer leurs avions, ils ont besoin de gérer des énormes stocks de pièces détachées et les avoir en différents endroits. Parce que si un avion tombe en panne à Lübeck ou s'il tombe en panne à São Paulo, au Brésil, il faut pouvoir le dépanner le plus rapidement possible pour qu'il revienne dans le circuit du transport aérien. Eh bien, pour pouvoir faire ça, il faut gérer ce sont des dossiers assez compliqués, de nombre de pièces très élevés, et une combinatoire très compliquée de l'adaptation d'une pièce à un incident, à un avion et à un lieu sur un réseau qui est par construction pour les compagnies aériennes internationales. Donc, pour pouvoir gérer ça, il faut des moyens interconnectés pour connaître où sont les stocks, pour pouvoir les faire déplacer si on en a besoin, faire déplacer une pièce, et pour pouvoir procéder non seulement au changement d'une pièce si elle est défectueuse, mais aussi à son test. Et tout ça se fait par des réseaux interconnectés qui sont très profondément interconnectés depuis à peu près 1980, dans le monde entier. Et c'est la même chose pour les billets d'avion. Et c'est la même chose pour la gestion pour les voyageurs, pour la gestion de leurs bagages. Chaque bagage a un tag. Ce tag dit où il a été chargé, sur quelle compagnie, à quel endroit il va. Et puis on peut le suivre à travers son déplacement, même si on s'est trompé, si un manutentionnaire s'est trompé de destinataire sur le carreau d'un aéroport quelconque. Donc tout ça, c'est de la gestion. Alors vous me demandez de faire le lien entre ces processus qui sont très demandeurs, qui sont solvables, qui sont très demandeurs d'informatisation et de communication à distance, et qui sont en même temps indirectement une contribution au bien-être de chacun des passagers. Ah oui, ça, c'est alors, par ce biais, je constate que l'amélioration des systèmes informatiques et que l'amélioration de la performance des ordinateurs et des logiciels et des gens qui les utilisent ou qui les conçoivent permet d'offrir un meilleur service aux passagers et de faire baisser le prix des billets d'avion. Donc oui, il y a une amélioration
pour la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Mais la question de savoir si ceci joue en faveur de des libertés personnelles, de l'autonomie de la personne ou de sa capacité à résister à la tentation d'une politique alibérale dans sa vie quotidienne, c'est une autre question. Et je dirais un peu que l'informatisation de ce point de vue-là est un peu comme la langue d'Ésope, c'est-à-dire que selon les circonstances, sur la manière dont on le regarde et sur la manière dont on réagit, ou dont les systèmes politiques réagissent, ou dont les populations réagissent, ça peut être la pire ou la meilleure des choses. Et on n'est jamais sûr d'être sur un chemin unilatéral. Je peux donner un exemple. Lorsque le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, a demandé à un de ses ministres, qui était son ministre de l'Intérieur, dont il était très proche, qui s'appelait Michel Poniatowski, qui est décédé depuis déjà de nombreuses années, il lui a demandé de se pencher sur la question du risque que pouvait faire peser l'enregistrement de fichiers représentatifs de tel ou tel aspect d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'une population entière sur des ordinateurs, par exemple, d'un institut de statistique nationale comme l'Institut national de statistique français, qui est une direction générale du ministère de l'économie et des finances depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis les années 30. Fin des années 30. Donc, l'enregistrement par l'INSEE d'un certain nombre de données sur mes conditions de vie, sur le lieu où j'habite, sur le nombre de pièces que j'ai, sur la hauteur sous plafond de mon domicile ou de ma maison, tout ça, ce sont des données qui n'ont pas besoin d'être connues, elles ont un caractère relativement intime. Alors, Giscard qui était un homme intelligent et même assez fin, avait demandé à Poniatowski, qui était un homme d'inspiration très profondément libérale. C'était un grand, le descendant d'une grande famille obrote d'origine polonaise, très dévoué à la France, très dévoué à la liberté, et comme ministre de l'Intérieur, il a été très très sensible à ces problèmes de liberté. Et donc à partir de là, l'idée est née en 1974 de constituer un groupe d'experts auquel j'ai participé, avec contribution très modeste, hein, j'avais 25 ans, donc j'étais pas un grand major à ce moment-là, mais avec quelques professeurs de droit, un ou deux conseillers d'État, comme ça le fait toujours en France, un ou deux magistrats, et puis des palanqués, une bonne quarantaine de garçons et de femmes qui ont donné la main dans la coulisse, dont moi. Nous avons essayé de rassembler des pièces et des morceaux pour voir ce que pouvait être la source et la nature des menaces que créait ou qui pouvaient naître de l'informatique, de l'interconnexion des réseaux. Et ça a donné lieu à une synthèse qui a été publiée par le gouvernement français à l'initiative du président de la République et qui s'appelait le rapport Informatique et Liberté. Et qui a donné ensuite naissance, je suppose, à la loi. Alors, le rapport Informatique et Liberté a été appliqué, a posé un certain nombre de questions, a proposé quelques lignes pour que le public voit naître quelques possibilités de garantie, au moins de garantie formelle, pour limiter les abus, surtout des administrations, les abus des administrations. C'était une période où on pensait encore à ce qu'était la Gestapo, parce que sinon nous, parce que je n'étais pas d'une génération qui était consciente à l'époque de la Gestapo, mais mes parents l'ont connu, mes oncles et tantes ont payé pour certains de leur vie la résistance à cette forme d'oppression. Donc dans notre génération et dans la génération des prédécesseurs, donc celle de Giscard ou de Poniatowski, l'idée de se protéger contre une inquisition de forme administrative et à valeur inquisitoriale profonde c'était un véritable souci. Et c'était un souci d'ordre politique, pas de la politique politicienne, mais d'ordre politique. Et donc le rapport Informatique et Liberté a posé un certain nombre de questions et il a suggéré des éléments de réponse pour que des embryons du droit français préparent une réaction éventuelle
de l'appareil juridique français pour protéger contre une inquisition exagérée. Et cette inquisition, on la voyait surtout naître dans une administration omniprésente, dans une administration à la Orwell, si vous voulez. Hein. Oui. C'est l'administration du monde dans lequel tout le monde doit rendre compte au grand inquisiteur, hein, qui était une image romancée, mais une image quand même assez forte et toujours valable aujourd'hui. Donc, nos propres travaux ont commencé à peu près en 80, je dirais, soit entre 78 et 80, à se concentrer sur l'examen de ces menaces et sur la manière dont on pouvait non seulement les jauger, mais éventuellement y répondre ou admettre dans les faits que ces menaces étaient des menaces imaginaires et pas des menaces réelles. Et c'est là-dessus que je travaille depuis maintenant 40 ans. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la surveillance des communications numériques par les États ? Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux États d'ailleurs et aux entreprises ? Mais vous allez nous dire un peu les différences qu'on peut faire entre les uns et les autres. Est-ce qu'après des affaires comme les révélations d'Edward Snowden qui a montré que les données étaient collectées en masse de manière quasiment préventive et stockées pendant assez longtemps, trop longtemps sur beaucoup de personnes qui ne sont pas soupçonnées de quoi que ce soit, est-ce qu'on peut encore communiquer en toute confiance alors qu'on a sur nous les États et les entreprises ? Dès l'époque où la Commission informatique et liberté, où le rapport sur l'informatique et les libertés a été remis au président de la République, on avait très clairement le sentiment que la vraie menace, la menace importante du point de vue des libertés et de l'autonomie de la personne humaine, devait évidemment venir de la pression politique, donc d'une machine étatique ou d'une machine bureaucratique, beaucoup plus que du côté des entreprises. Ce qui est très fort et ce qui reste, à mon avis, très réel aujourd'hui, ce qui est prouvé d'ailleurs par l'évolution de ces dernières années et en particulier par l'évolution du traitement de l'informatique en Chine, c'est que la menace d'ordre politique est incommensurable avec la menace d'ordre commercial. Pour ce qui concerne les États, le véritable problème est de savoir si les renseignements qui sont rassemblés sur une personne sont des renseignements qui sont de libre parcours ou des renseignements qui sont liés à une forme d'indiscrétion. Et je vais prendre 2 exemples. Un renseignement de libre parcours, c'est là où j'habite. C'est mon nom. C'est ma filiation. Il suffit d'aller c'est l'endroit où j'habite. Et mes propriétés immobilières. Il suffit d'aller au cadastre pour voir ce que... Oui, c'est disponible publiquement. Ouais, donc, à la limite, le fait de les collecter, de les compiler... L'automatisation du cadastre n'est pas indiscrète en elle-même, puisque de toute façon, cette information est une information publique. Ma date de naissance, elle est dans un registre d'état civil et elle est conservée depuis l'époque où l'état civil était tenu par les curés de village jusqu'à aujourd'hui, où il est tenu par les officiers ministériels des mairies, cette information est publique. Donc, rassembler sur un même fichier mon nom, ma date de naissance, mon état matrimonial, le nombre de mes enfants qui est dans mon livret de famille, l'endroit où j'habite et ainsi de suite, tout ceci n'est pas intrusif. Et ce n'est pas ma personne. C'est un élément de ma présence sociale, et cet élément, étant donné qu'il est public, il n'est pas indiscret qu'il soit rassemblé, fût-ce par une administration inquisitoriale comme le fisc. Mais le fait de les avoir rassemblés, c'est peut-être ça qui ouvre la porte, même si on l'a fait de façon pas intrusive. Est-ce que le fait de les rassembler ne les rend pas plus vulnérables ? Non, attendez, il y a plusieurs choses. Ce sur quoi j'insiste, c'est que des informations qui sont publiques par nature, qu'on les rassemble dans un fichier public croisé et qu'on les mette ensemble pour la connaissance de la personne, comme les informations du recensement de la population. Vous savez qu'il y a une loi statistique en France qui rend obligatoire la réponse aux questionnaires de recensement, et que ces questionnaires de recensement sont d'abord collationnés par les mairies, puis confiés à l'INSEE qui a une obligation de secret professionnel très sérieuse et assez bien respectée dans l'ensemble. Donc ces informations
informations-là sont des informations qui sont déjà un peu plus indiscrètes que celles que je viens d'évoquer auparavant. Par exemple, connaître le nombre de mètres carrés dans lequel j'ai mon bureau, le nombre de salles de bain que j'ai dans mon appartement, la nature des tentures ou des équipements de confort qui sont dans mon logement, ça c'est déjà entrer dans mon intimité. Et à partir du moment où une administration entre dans mon intimité, elle devient indiscrète, je dirais presque par nature. Puisque le propre d'une administration, c'est que les gens qui les gens qui consultent ces données et les gens qui enregistrent ces données ne me connaissent pas, ne se sentent liés par aucune obligation personnelle à mon égard, puisqu'ils ne me connaissent pas. Et donc, je confie des informations qui sont liées à mon intimité, liées à ma vie personnelle, et plus simplement à ce que je suis ou au nom que je porte. Et ces informations se trouvent entre les mains de gens qui n'ont pas l'impression, même quel que soit même s'ils sont des braves gens, ils n'ont pas l'impression de manier quelque chose qui peut être lié à mon intimité et troubler en quelque sorte ma vie privée. Alors là, on arrive dans une zone grise qu'il est important de cadrer, et on ne peut la cadrer qu'en donnant à l'administration des contraintes et des obligations de discrétion et des contraintes qui pèsent sur les agents de l'administration, qui font que ces agents prennent conscience que, en manipulant ces informations et en les passant à d'autres fonctionnaires ou à d'autres usagers de la fonction publique, ils transmettent quelque chose qui est peut-être perturbateur de mon intimité, pas de ma personne, mais de mon intimité, des conditions de ma vie et des relations de ma vie personnelle avec la vie personnelle de mon entourage. Et ça, c'est déjà un élément de la sphère intime. Et il se trouve que les lois, et en particulier la loi française dans son évolution sous la pression des directives européennes sur la protection des données, la loi française a beaucoup évolué. Entre 1974, auquel je faisais allusion, le lancement du projet d'informatique et liberté en France, de la conscience de l'interaction entre l'informatique et les libertés en France, à l'initiative du président Giscard, jusqu'à aujourd'hui, où notre droit sur la protection des données est un droit qui vient de Bruxelles et qui a été directement inspiré par Bruxelles. Il y a eu un changement de paradigme, pas seulement un changement de détail, mais un changement de paradigme très profond. Et je pense qu'il est important d'en être conscient. Je peux revenir là-dessus si vous le voulez, mais le constat que je fais, et c'est que je sois libéral ou pas, n'y change rien. Le constat que je fais, c'est que en 1974, on était préoccupé par l'intimité de la personne humaine. Comme tel, et on était soucieux de ne pas attenter, de laisser cette zone grise de liberté personnelle dans laquelle je peux faire entrer les gens si je veux bien leur ouvrir mon cœur et mon logement. Et aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça. On ne parle que des conditions matérielles du traitement et de la circulation d'une donnée qui représente soit ma solvabilité, soit mon compte en banque, et on ne fait pas la différence entre aucune de ces données-là. Et ça, c'est un mélange, une sorte de fourre-tout qui rend la protection des données tout à fait troublante, parce que finalement, ou bien on est traité comme une chose, c'est-à-dire qu'on oublie la personne humaine, ou bien si on se préoccupe vraiment de la personne humaine, on la traite non pas à travers ce qu'elle est, ce qu'elle pense, sa personne morale ou sa pensée, voire son âme, si on croit à l'existence d'une âme, mais l'âme étant la représentation incorporelle de la personne. Et à ce moment-là, on est dans une zone tellement grise qu'en réalité, on fait un consumérisme. On a transformé informatique et liberté en un consumérisme des données, au point d'un vice extraordinaire qui apparaît depuis quelques mois dans la doctrine, ou quelques années maintenant, enfin au moins 5 ou 6 ans, dans la doctrine, qui est de considérer que le consommateur doit être protégé contre les abus de la distribution ou les abus de l'industrie qui produit, par exemple, des téléviseurs ou des ordinateurs ou des logiciels. Et de la même façon, on doit le protéger contre sa banque,
qui peut tirer parti de certaines données sur son compte en banque. Et ça, c'est vraiment traiter informatique et liberté comme un droit de consommation, alors que nous étions partis de la protection d'un droit de la personne humaine. Et c'est un changement de nature, c'est pas un changement de degré, c'est un changement de nature contre lequel je me bats. Et d'autant que il me semble qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup plus dans les médias mainstream, en tout cas, et même dans les médias en général, on insiste beaucoup plus sur le danger représenté par les entreprises que sur le danger représenté par les gouvernements et Exactement. les politiques. Et on voit bien qu'à la Commission, en particulier à la Commission européenne, donc dans les services de la Commission, et d'ailleurs aussi chez les politiques, chez les membres de la Commission, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui font partie de cette espèce de crypto-gouvernement de l'Europe communautaire, on voit très bien que tous sont des hommes ou des femmes politiques. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à ces responsabilités par le biais de la politique. Ce qui fait qu'on ne peut pas attendre de leur part qu'ils... On ne peut pas attendre de leur part qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ouais. Et leur point commun, qu'il s'agisse de Michel Barnier ou qu'il s'agisse de le président sortant de la Commission européenne, ce sont des hommes et des femmes politiques. Et ces hommes et ces femmes politiques, ils sont arrivés là où ils sont par la voie politique. Et lorsqu'ils prennent des dispositions contraignantes, par exemple sur la protection des données, ils prennent ces dispositions en espérant en tirer un retour en voix. Oui. Hein? Et on est absolument dans le public choice. Absolument dans le public choice. Et donc, dans une opération de ce genre, ils ont totalement oublié ce pourquoi on a créé ces dispositions. Ils les ont compliquées, ils les ont rendues absolument illisible pour un personnage ordinaire, et seuls des spécialistes peuvent y retrouver leur voix. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions d'un droit qui est un droit de spécialité étroite, dans lesquelles la forme est essentielle et l'objet a été oublié, et on a totalement créé des conditions évidemment pour que les grands lobbies, par exemple les lobbies de distributeurs de la grande distribution, ou les lobbies de la banque, ou les lobbies de l'assurance, essaient de défendre leurs propres intérêts, et c'est tout à fait logique qu'ils le fassent, comme les agriculteurs. Hein. Ils défendent leurs propres intérêts, et ils veulent évidemment essayer ils se disent que peut-être il y a de la richesse à faire, ou du moins des dépenses à éviter en tirant parti d'une partie des données qu'ils connaissent sur leur clientèle, et donc eux ils vont se battre pour que sur ces données ils gardent quand même un petit droit de propriété ou une quote-part de droit de propriété. Mais quand j'entends dire il faut donner à la personne fichée un intéressement en quelque sorte sur le stock de données qui la représente dans les ordinateurs d'une banque ou dans les ordinateurs d'une caisse de retraite, je deviens fou parce que ça n'a absolument aucun sens. Qui a investi se calculer en fait. Mais qui a investi dans les données? C'est la compagnie d'assurance ou c'est la banque. C'est pas vous ou moi qui sommes fichés par ces banques. On est les clients de cette banque, et si on est les clients de cette banque, c'est parce que on veut y mettre notre argent et on espère qu'il sera bien conservé. Mais c'est uniquement ça notre rapport avec notre banque. C'est pas un rapport de type intellectuel ou de type philosophique. Je pense que les gens aussi se disent que finalement, comme ce sont leurs données, la valeur provient de leurs données. Je pense qu'ils ne comprennent pas bien que c'est l'utilisation qu'on fait de ces données qui peut créer une valeur économique, en l'occurrence bien entendu. Et puis c'est surtout, il faut surtout les conserver, les traiter, les rapprocher, les filtrer. Et tout ça, c'est un investissement. Ça me fait penser un peu, c'est une analogie peut-être un peu risquée, mais j'ai eu à m'occuper à partir de 1972 d'un investissement industriel pas négligeable. C'était quelques dizaines de millions de francs à l'époque, et puis c'est rapidement approché d'une centaine de millions de francs d'investissement dans une maison d'édition dont j'étais un des dirigeants, pour constituer des fonds documentaires, c'est-à-dire c'était juridique principalement à l'époque, pour constituer des fonds de jurisprudence. Et me suis beaucoup investi pour faire comprendre autour de nous que
bien que la jurisprudence soit rendue au nom du peuple français, qu'elle soit rédigée par les greffiers des tribunaux, un texte de jurisprudence rapproché d'un autre texte de jurisprudence par l'intermédiaire d'un filtre intelligent conçu, un but, comme on dit aujourd'hui, d'avoir une intelligence électronique fine, permet de tirer des conclusions de la jurisprudence qui ne sont peut-être pas aussi de premier degré que l'on peut le faire en connaissant par cœur de sans arrêt de jurisprudence, ce que tous les juristes font au minimum. Il y en a qui en connaissent même 2000 ou 3000. Mais ce traitement de la jurisprudence apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir d'un arrêt de jurisprudence de la Cour d'Aix, un arrêt de jurisprudence de la Cour de Paris, en les rapprochant et en manipulant quelques centaines, on réussit à découvrir des choses dans la jurisprudence que seul le maniement intelligent de ces textes et le rapprochement intelligent de ces textes permet de connaître. Autrement dit, en ayant enregistré, traité intelligemment des textes de jurisprudence en provenance de différentes juridictions, on arrive à avoir à découvrir des éléments du droit qui sont sous-jacents et que d'autres n'ont pas vus. Ce qui est un avantage pour un plaideur, s'il trouve un précédent à son propre cas, à son propre intérêt. Et c'est aussi un intérêt pour la justice, parce que la justice est beaucoup plus sereine si elle a elle-même, non seulement pour les plaideurs, mais aussi pour les juges, s'ils fondent leur jugement sur des précédents qui sont cohérents sur une longue période de temps, puisque la jurisprudence, c'est quand même la construction progressive du droit. Et en droit civil en particulier, c'est tout à fait essentiel. Donc, nous avons fait beaucoup d'investissements. Nos investissements étaient d'abord de rassembler ces textes, puis ensuite de donner un moyen au justiciable ou à son avocat d'en tirer la substantifique moelle sur un cas concret. Cet investissement, c'est un investissement qui n'est pas public. C'est un véritable investissement intellectuel. Et cet investissement intellectuel, il est protégeable. Et il fait partie, c'est un droit de propriété particulier, qui n'est pas celui que le tribunal aurait sur la jurisprudence et qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps ? Eh bien, il s'est passé qu'un certain nombre de juridictions, plus ou moins liées au ministère de la Justice, ont commencé à se dire « Ah ben, il y a des gens qui vendent ces jurisprudences. Ben, nous, on va les vendre. » Et donc, elles ont une valeur. Et vous voyez comment il y a un changement de paradigme. Ouais. Parce que détient... La donnée prend de la valeur à partir du moment où quelqu'un d'autre a pu montrer que la donnée avait de la valeur, sauf que c'est même pas la donnée elle-même. Et donner un moyen de s'en servir. Ouais. Mais jamais une juridiction ne peut donner un moyen de s'en servir, parce qu'elle peut pas faire en même temps le boulot du juge. Voilà, ouais. Le service public a une obligation de conservation. Le plaideur a une obligation d'intelligence. Et l'intelligence du droit et la conservation des sources du droit sont deux choses différentes. Donc on a bien un changement de nature entre le travail que nous avons fait sur la jurisprudence, qui est un investissement industriel destiné à une vraie clientèle qui est celle des plaideurs, et puis le travail que fait le tribunal d'instance ou le tribunal de commerce de Marseille. Il a une jurisprudence très intéressante sur le transport maritime. Bon, il la garde, mais c'est pas à lui de l'exploiter. Et c'est d'autres qui vont l'exploiter, et l'éditeur juridique fait cette exploitation. Il fait cet intermédiaire, ce go-between, si vous voulez, entre des données brutes, intéressantes, utiles à avoir, mais il n'a pas à les exploiter. C'est d'autres qui les exploitent, qui les mettent en mouvement, en quelque sorte. Eh bien, pour les données personnelles, c'est la même chose. Quand Google traite les conversations que j'ai pu... Pas les conversations, pardon. Quand Google traite les interrogations que j'ai posées à son moteur de recherche pour essayer ensuite de me proposer simplement de m'orienter vers des réponses qui correspondent à ce que j'ai manifesté comme curiosité auparavant, eh bien, il me donne un plus. Mais en même temps, il en tire parti, parce qu'il sait ce que j'ai fait là, et il peut donc m'envoyer des publicités, et il peut donc proposer, par exemple, à un éditeur de me proposer un livre qui correspond au sujet sur lequel je suis en train de réfléchir. Puisque c'est difficile de se plaindre, puisqu'on ne paye pas Google. Je pense que comme on ne le paye pas, on va pas s'en plaindre. Ouais. Mais qu'on me dise
que la liste des interrogations que j'ai posées sur Google, traitées par Google, correspond à un droit de propriété de ma propre personne, je trouve que c'est un abus de langage au minimum, et peut-être même un abus de droit. Il me semble aussi, même si bon, je sais qu'il existe quelques voix, une ou deux en tout cas dans le milieu libéral pour défendre cette thèse-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire par exemple que l'intelligence que vous avez tirée, ou que les éditeurs en tout cas ont tiré de données brutes de la part de la justice, devient elle-même une donnée publique, et donc elle redevient en quelque sorte une donnée brute une fois que le travail a été fait. On n'a pas à payer 2 fois pour le travail qui a été fait, et donc le fait de se servir du résultat de ce travail pour ensuite le recombiner et en faire quelque chose d'autre pour lequel de nouveaux clients sont prêts à payer, devrait être autorisé. L'investissement dans un fonds documentaire, au sens où que l'on accordait à cette expression en 1985, bon, à peu près, pour situer les choses. L'investissement dans un fonds documentaire est un investissement intellectuel et industriel. Et comme tout investissement intellectuel, il peut au moins il est assez naturel dans notre tradition de droit civil, en tout cas, il est assez naturel que celui qui a investi, qui a exprimé pour la première fois non pas une idée, parce que les idées sont de libre parcours, mais une façon un mode comportemental ou une procédure, qu'il en garde au moins une partie des droits de propriété. Bon. Et puis, l'information traitée, ou un savoir mis en forme, n'est pas de libre parcours. Ce qui est de libre parcours, c'est l'idée. Autrement dit, j'écris un roman. Le synopsis de ce roman, en règle générale, est de libre parcours. Mais la lettre de ce roman, qui est l'expression de la pensée d'un homme ou d'une femme qui l'a mis en forme et l'a rendu communicable, elle est appropriable. Eh bien, c'est la même chose avec les fonds documentaires. La jurisprudence est de libre parcours. La mise en forme de la jurisprudence et son traitement pour qu'elle soit exploitable, déjà dans les traités de droit, ça vous donne un droit d'auteur. L'éditeur d'un traité de droit a un droit d'auteur, y compris sur la manière dont il a présenté, la forme en quelque sorte, et la forme et le mode d'expression qui a été, et tout ce qui est, toute la réflexion ou le commentaire qui est mis autour, tout ça est évidemment protégé par le droit d'auteur et par le droit de l'éditeur. Alors, si c'est une œuvre collective, c'est un droit de l'éditeur pur. Si c'est une œuvre intellectuelle d'une ou de plusieurs personnes, c'est un droit partagé entre les auteurs, mais c'est bien un droit de propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas pour les données, par exemple, une simple liste comme un annuaire de téléphone n'a pas de droit d'auteur. C'est la mise en forme de cet annuaire avec les publicités qui sont autour, qui peut être protégée comme une œuvre collective, un peu comme un dictionnaire. Les mots de la langue française ne sont pas protégés, mais la liste des mots du dictionnaire Robert est protégée et c'est une propriété du dictionnaire Robert. Eh bien, ça, c'est une réflexion qui a été construite sur la longue période par une accumulation de jurisprudence et qui a été codifiée par le droit français, par le droit anglais, par le droit allemand. C'est parfaitement établi. Alors, c'est pas partout la même chose, mais c'est parfaitement établi. Ces droits sont de vrais droits de propriété, au sens de l'économie libérale, des droits de propriété. Alors, j'ai un droit de propriété sur la manière dont j'ai mis en forme, l'entreprise dont j'étais le dirigeant, puisque j'étais administrateur, cette entreprise qui s'appelait Jurisdata avait, et qui s'appelle toujours Jurisdata d'ailleurs, avait un droit de propriété sur ce qu'elle a mis en forme, c'est-à-dire sur les fonds documentaires de jurisprudence qu'elle a mis en forme, et sur la manière dont on pouvait y accéder. Et son investissement a été remboursé, son investissement aussi bien en termes de droit qu'en termes d'argent, son investissement a été remboursé par l'abonnement, par la vente d'un service
qui est un service de lecture et d'accès à la jurisprudence avec des clés d'accès, le système étant protégé lui-même, et le résultat est le produit avec l'obligation de citer. C'est une référence qui a été acquise par Juridata à telle date. Vous voyez ? Oui. Donc ça fait partie du contrat de service. Enfin, ça faisait partie à l'époque du contrat de service. Et bien de la même façon, si quelqu'un aujourd'hui prend des données bancaires qui sont des listes, des listes de numéros de compte, celles que, par exemple, on a piqué, on a un espion interne a sorti des ordinateurs de l'Union de banques suisses et l'a confié à un intermédiaire pour que ce soit le fisc français s'en saisisse. Si on agit ainsi avec les fichiers d'une banque, on vole à la banque la liste de ses clients parce que ce qui est une sorte de dol pour le banquier vis-à-vis de son client. Puisque lorsque le client apporte son argent à la banque et qu'il en confie la gestion à la banque, il est dans une relation de confiance avec le banquier et le client sont dans une relation de confiance qui est un contrat de discrétion. Pour la Suisse en tout cas, parce que j'imagine qu'en France, pour le coup, les noms associés au compte bancaire sont quand même connus. Alors je ne sais pas à quel point l'information est publique ou non. Mais en France, il n'y a plus de secret, parce qu'on a imposé aux banques. Les banques sont complices du fisc français en France. Oui, sont complices. Et c'est en train de devenir le cas en Suisse, d'après ce que je comprends. C'était pas le cas, et c'est en train de le devenir. Mais c'est un changement profond de paradigme. Oui. Et pour les États-Unis, c'est la même chose. Pendant très longtemps, les banques américaines étaient très soucieuses de la discrétion, et c'est un certain nombre d'affaires qui étaient d'ailleurs des affaires purement politiques, qui ont progressivement ouvert c'est du droit fédéral, il ne faut pas oublier, c'est du droit fédéral. Oui, tout à fait. Le droit fédéral américain oblige les banques, sur commission rogatoire de la justice fédérale américaine, d'ouvrir leurs livres pour savoir ce qui se passe dans le compte. C'est une inquisition tout à fait extraordinaire, qui n'était pas du tout dans la tradition suisse, qui n'était pas dans la tradition française en 1915, mais qui est aujourd'hui dans la tradition française. Et ceci dit, comment fait le fisc suisse pour poursuivre ses propres, pour traquer ses propres fraudeurs en quelque sorte? Parce que la Suisse, ça a beau être considéré parfois comme un paradis fiscal, je suppose aussi qu'ils ont un niveau de dépenses publiques qui n'est pas négligeable et des impôts qui ne sont pas négligeables non plus. Non, les impôts ne sont pas négligeables, ils sont à peu près, les impôts sur le revenu, c'est à peu près les mêmes que ceux qu'on a en France, à peu près, ça dépend des cantons, mais c'est à peu près la même chose. Et le fisc suisse, il est discret, et en réalité, ce n'est pas lui qui poursuit. S'il y a présomption d'une infraction pénale, par exemple, présomption de recettes qui sont liées à une très grave infraction en termes pénals, par exemple la traite des blanches, le proxénétisme, ou des recettes qui sont liées à la revente plus de cannabis, puisque le cannabis est d'accès libre maintenant, mais la revente de cocaïne ou la revente de certains autres hallucinogènes est interdite. Et donc, dans la mesure où on a une présomption, on confie l'instruction à la justice pénale, et la justice pénale fait son travail, mais c'est pas le fisc qui poursuit. C'est pas le fisc, mais si c'est par exemple... En France, c'est le fisc qui poursuit. Admettons qu'un Suisse... C'est surtout les douanes, parce que les douanes ont dans la tradition française une présomption, enfin, ils ont des moyens d'action et des moyens de contraintes qui sont très... Le vrai inquisiteur en France, ce sont les douanes. D'accord. Mais juste pour en revenir au fisc suisse, si je suis citoyen, résident suisse et que j'ai une activité libérale et que je ne déclare pas cet argent que je touche et que je le mets dans un compte bancaire qui est ouvert dans une banque suisse, mais finalement dont personne n'est trop au courant que je détiens ce compte, comment est-ce que le fisc peut être au courant de ça ?
Et à ce moment-là, enfin, si le fisc ne peut pas être au courant de ça, pourquoi est-ce que quiconque irait déclarer des comptes bancaires sur lesquels il met de l'argent qu'il arrive à cacher? Parce qu'on comprend bien que le salarié, l'employé dans une entreprise, pour lui c'est difficile de cacher ses revenus, mais pour toutes les professions libérales et beaucoup de commerçants, etc., ça doit être possible. Il y a un élément d'environnement qui est important, c'est que tricher avec l'administration, en Suisse, quand on se fait prendre, ça ne pardonne pas. Ah, d'accord. Ça ne pardonne pas, et oui, il n'y a pas de pardon. Vous êtes citoyen. Un citoyen a des obligations. Par exemple, dans la tradition suisse, l'obligation d'un service militaire, hein, avec des contraintes qui sont quand même assez lourdes et qui durent longtemps. Alors, si vous êtes citoyen, vous avez un privilège, vous êtes protégé par le droit suisse, vous êtes protégé par vos consuls, etc. Donc, et en contrepartie de ça, vous avez une obligation d'honnêteté. Si vous n'êtes pas honnête, alors peut-être vous passerez entre les mailles des filets, mais ceux qui se font prendre, alors ceux-là, ils ont du mal à s'en sortir. Et on ne pardonne pas. D'accord, oui, donc c'est intéressant, c'est plus c'est la valeur de l'exemple. Oui, voilà. Et la valeur de l'exemple, alors c'est une société qui est assez différente de la nôtre, avec une tradition, en particulier une tradition philosophique, sauf peut-être à Genève. Mais en Suisse alémanique, la tradition, comme ça a été longtemps le cas à l'Allemagne, la tradition c'est que si vous faillez à votre parole, vous êtes quelqu'un avec qui on ne travaille plus. Oui, donc finalement, ça repose sur la bonne foi, sachant que la bonne foi a une valeur plus importante. C'est pas la bonne foi, c'est aussi la pression sociale. Voilà, oui. Et quand on commence à avoir... Bonne foi contrainte, quoi, finalement. Voilà, c'est une forme de... C'est vraiment une forme... La Suisse a été... Un de mes amis qui connaît très très bien les juristes suisses, un très très vieux copain, qui est un très grand avocat d'ailleurs en plus, âgé maintenant, comme moi, mais un très, très bon avocat international. Et il connaît très bien l'histoire suisse et il dit toujours, en blaguant, mais il y a toujours un fond de vérité quand même dans les blagues, il dit, finalement, ils en sont restés à une vraie mentalité paysanne. Et à la campagne, on connaît les autres et on sait à qui on peut faire confiance. Et si on ne peut pas faire confiance, alors elle ne revient jamais. Oui. Hein, et c'est un petit peu ça. Alors je force le trait, mais c'est un peu ça le fond de l'affaire. Et ce n'est possible, c'est un pays de 8 millions d'habitants. Avec des cantons très différents les uns des autres, des traditions très différentes les unes des autres. Donc vous êtes dans des microcosmes qui sont des microcosmes entre lesquels il y a des interactions, et ces microcosmes sont quand même très, très, très largement autosurveillés, si vous voulez. Il n'y a pas de communautarisme, hein, mais on vit avec ses voisins et on doit être en bonne intelligence avec eux. Et donc le fait de payer ses impôts, ça fait partie finalement de la réputation, de la bonne... De même. Alors qu'en France, c'est presque un titre de gloire si on est arrivé à frauder le fisc. Et d'ailleurs, qu'on soit libéral ou pas, il y a beaucoup de gens absolument pas libéraux. Mais parce que le fisc qui sont très fiers d'avoir réussi. Est inquisitorial et que le fisc suisse ne l'est pas. Oui, mais là, on tourne un peu en rond, au sens où si le fisc suisse n'a pas besoin d'être inquisitorial, c'est peut-être précisément parce qu'il sait que, je dirais pas la terreur, mais en tout cas la pression, la peur qu'il inspire est déléguée en quelque sorte au reste de la communauté. Peut-être que finalement, s'il n'y avait pas ce on est très loin, très loin des industries de l'information, mais en matière de secret bancaire, il y a eu effectivement un changement très profond, et ce changement, il n'est pas lié du tout à la France, hein. Il est lié aux États-Unis. Et en réalité, c'est le produit direct d'un investissement très lourd, finalement assez risqué, des banques suisses sur le territoire américain. Et ils n'ont pas eu la prescience, les dirigeants de en particulier des deux grandes banques qui sont l'UBS et le Crédit Suisse. Ces dirigeants n'ont pas ces dirigeants successifs, parce que c'est pas un procès ad hominem que je fais là, mais c'est un constat historique. Sur une longue période d'environ 30 ans, ils se sont engagés à l'étranger très lourdement, et ils n'ont pas peut-être aussi finement compris le mécanisme de la justice américaine
que des banquiers américains. Et en particulier le mécanisme de cette justice américaine qui est, elle aussi, très inquisitoriale. Moi, et puis qui se veut aussi extraterritoriale, quoi, qui veulent toujours imposer... Et qui, en plus, est Ouais. extraterritoriale. Après, peut-être que les dirigeants qui, à l'époque, s'en sont pas prémunis, je ne sais pas, avaient un intérêt à plus court terme que l'intérêt de leur banque dans 20 ans, 30 ans, lorsque les conséquences allaient venir. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'investissement en Amérique des banques suisses les a amenés dans une nasse dont ils ont payé beaucoup d'argent pour s'en sortir, ils ont transigé pour s'en sortir, et ils ont, par voie de conséquence, ils ont mis le doigt dans un processus qui a complètement détruit la tradition bancaire suisse, et qu'on va peut-être retrouver autrement aujourd'hui, et ça me permet de faire le lien avec les industries de l'information, parce que la tradition suisse, et en particulier la tradition, le savoir-faire pour non seulement repérer l'argent là où il est, mais pour pouvoir le faire fructifier pour le profit, pour l'intérêt commun de l'intermédiaire financier suisse en l'occurrence, et du client, on va le retrouver on peut le retrouver peut-être dans un projet comme le Libra, c'est-à-dire cette nouvelle monnaie électronique qui est en train de naître à Genève, à l'initiative d'un consortium de 28 associés, dont le plus repéré par la chronique journalistique de ces dernières semaines, de ces 2 derniers mois, puisque ça a été annoncé à la fin du mois d'avril de 2019, cette monnaie nouvelle, peut-être, monnaie nouvelle, pourrait être un moyen pour la place de Genève de revenir dans une forme dans le traitement et la conservation et la gestion de saignées monétaires, un peu analogue à ce qu'ils ont fait pendant des décennies, voire un siècle et demi, avec l'épargne des ménages italiens, français, allemands, qui venaient mettre une partie de leur or dans les banques suisses en ayant peur que leur propre gouvernement ne mette la main dessus et les en prive définitivement. Alors ça a été le cas par exemple pour des familles juives allemandes, ça a été le cas aussi pour des familles de bonne bourgeoisie, en partie juive en Italie, et en particulier en Italie du Nord, ce qui fait que les banques du Tessin et les banques de Genève aussi avaient par tradition une très bonne clientèle d'origine italienne, une bonne clientèle de bons bourgeois français et une bonne clientèle de bons bourgeois allemands, une partie d'entre eux ayant remis en Suisse leur liquidité, notamment à la fin des années 30. Mais tout ça, s'est fait dans le temps. Et aujourd'hui, avec le projet Libra, je crois qu'on peut retrouver quelque chose qui ressemble à ce qui a été le savoir-faire. On peut transformer le savoir-faire des banquiers suisses en un savoir-faire d'un nouveau signe monétaire qui n'est pas une monnaie d'État, qui est une monnaie libre, si elle voit le jour, et qui pourrait être finalement un retour de l'histoire, un retour de l'apprentissage de l'histoire. C'est quelque chose auquel je réfléchis et que je trouve assez amusant à explorer. C'est tout pour cette première partie. Je vous retrouve très prochainement, pas dans un mois cette fois-ci, mais probablement la semaine prochaine, pour la suite de cet entretien dans lequel nous parlerons essentiellement de la monnaie électronique Libra. Comme d'habitude, vous retrouverez en description des liens sur lesquels vous pouvez consulter les travaux de mon invité ou des articles en lien avec les sujets que nous avons discutés, en particulier sur le site www.contrepoint.org pour lequel je réalise ce podcast. Pour nous contacter, c'est toujours l'adresse de la rédaction, rédaction@contrepoint.org, ou encore mon adresse personnelle pierre.schweitzer@libéraux.org. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt pour le prochain.